SME de Bouzik, je suis chargé de politique sociale du bureau de ministère de Tunis. Donc j'ai eu l'honneur d'être invité pour être membre de l'équipe de formateurs, d'accompagnateurs, de facilitateurs dans cette formation. Donc il est prévu que j'intervienne aujourd'hui sur des aspects conceptuels liés aux politiques publiques et aux analyses de politique publique. Demain, peut-être, mon intervention va plus être focusée sur un peu sur les policy briefs, sur un peu des aspects beaucoup plus opérationnels, sur la préparation des policy briefs. Donc peut-être, je ne sais pas, sûrement que ce matin il y a eu un tour de table. J'ai également jeté un coup d'œil sur les propositions qui ont été faites un peu sur j'espère qu'au terme de ces 4 jours de formation, les propositions seront nettement intégrées le jour de mars pour les meilleurs pays. J'espère, et c'est ça, sur cet aspect-là que nous serons jugés, nous les intervenants, sur notre capacité à vous accompagner et à vous donner des éléments pour muscler vos présentations, etc., etc. Voilà donc. Et bon, je ne vais pas revenir sur des aspects peut-être experts, pas non, si vous allez, malheureusement, je n'ai pas pu être là. Mais je pense que cette formation, c'est une banalité que je veux dire, est vraiment d'actualité pour beaucoup de raisons, parce que jusqu'à une période assez récente, et là je ferai toujours référence un peu à ce qui a changé depuis la révolution du bled qu'on a tous vécu. Jusqu'à une période assez récente, les analyses de politique publique ne concernaient qu'une petite élite de la haute administration et encore qui était chargée un peu de nous prendre par la main, de décider pour nous et donc de formuler des politiques publiques un peu sans nous demander notre avis. Donc c'était un peu l'époque où l'État en Tunisie était conçu comme étant ce qu'on appelle l'État tutélaire. On a la tutelle sur le peuple qui décide pour lui. Aujourd'hui, on est passé à une situation où l'État est devenu mandataire. C'est le peuple qui mandate l'État, et donc le peuple, et vous, entre autres, l'élite un peu de ce peuple, vous mandatez l'État pour qu'il fasse des politiques publiques. Donc c'est un changement fondamental, et peut-être ce changement explique pourquoi on a dorénavant, dans le futur, plus besoin de gens, d'analystes, de gens qui font des analyses, des gens qui préparent des policies publiques. On va voir un peu le terme à quoi ça sert, on va se mettre et après, on va après. Et après, on va voir pourquoi ça sert, pourquoi c'est crucial pour notre pays et pourquoi c'est important. Donc c'est un peu sur ces aspects-là que j'ai voulu commencer pour vous montrer que bon, vous avez la chance, vous, peut-être les jeunes, de prendre le relais à une période de l'histoire de la Tunisie qui est vraiment très bouillonnante, où les choses se précipitent, où il y a une accélération du rythme un peu des pulsions un peu de notre pays, qui malheureusement n'était pas le cas pour les gens qui, comme moi aussi j'avais, on a eu des périodes où c'était vraiment, on ronronnait parce que bon, on ne pouvait pas ni analyser, ni donner son point de vue, etc. etc. Donc ça, c'est... Mais ce changement qu'on a vécu en Tunisie, au Bidou, il vient dans le sillage d'autres changements qui ont lieu un peu partout dans le monde et qui sont très importants et qu'il va falloir, pour vous, futurs analystes, ou analystes en herbe, bien comprendre pour pouvoir après les utiliser. Parce que votre capacité à déchiffrer le monde, à déchiffrer ce qui se passe, plutôt en relation avec le monde, ce qui se passe en relation avec l'environnement qui nous entoure. Et là, vous le sentez tous les jours, quand même, comme à des imbrications, et on ne peut pas comprendre la situation de la Tunisie aujourd'hui si on ne comprend pas ce qui s'est passé depuis, peut-être, je ne montrerai pas à l'époque romaine, mais depuis au moins un siècle. Et ça, peut-être, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vous aider, avoir un peu plus de recul pour pouvoir un peu voir, avoir, disons, un angle d'analyse beaucoup plus large qui, après, va vous faciliter un peu la conception de cette policy brief ou la paper, et donc vous mettrez dedans vraiment là les vraies questions. Parce que la question fondamentale, c'est est-ce qu'on est en train de poser les bonnes questions? Quitte à dire une dissertation à un étudiant ou à un élève, quelle est la problématique?
قبل ما تبدا تخمم في الافكار واحد شنو هي الاشكاليه؟ ان جورناليست qui va écrire un papier sur واحد quelle est sa problématique وين يحب يوصل يحب يظهر. Et donc là, votre capacité à déchiffrer un peu les ruptures, à déchiffrer un peu les éléments, disons, d'analyse sociologique, politique, historique, géographique et presque sismique, c'est très important parce que ça va vous aider à mieux poser les problèmes. Et donc, une fois que vous avez posé le bon problème, donc déjà vous avez la moitié de la solution, comme dit le proverbe. Poser un bon problème, c'est avoir déjà la moitié de la solution. Et donc, une des grands tournants, un peu cassures, un peu qui a caractérisé notre monde contemporain, c'est un peu cette fameuse mondialisation. Le monde vivait, si on peut simplifier, le monde, quand je dis le monde au sens large, on est un élément du monde, on peut dire oui, on est à la périphérie, on est pas au centre, ça c'est un autre débat, mais quand je parle dans une perspective historique et universelle. La Deuxième Guerre mondiale, le monde a vécu jusqu'à la fin, disons, sur le milieu des années 70, sur, disons, un monde. Bon, ça me rend, j'ai un background d'économiste, donc de temps en temps, je vais faire des références donc, à des analyses, voilà, des concepts, voilà, des théories économiques. On était dans un monde keynésien où la politique publique, essentiellement, c'était comment l'État allait allouer les ressources, comment l'État allait relancer la machine économique après ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde était content, c'était l'État-providence. Toutes les frontières des pays étaient plus ou moins hermétiques. Le gouvernement, l'État, un des outils, ils avaient des résultats immédiats. Et donc, on était tous, plus ou moins, les décideurs, les politiques, étaient à l'aise un peu dans ce rôle. Il y a eu la crise, il y a un tournant, c'était un peu la crise du pétrole en 73 jusqu'à la fin des années 70. Donc, il y a eu l'ouverture des frontières, il y a l'interdépendance, il y a eu la libéralisation des marchés financiers, la libéralisation d'un certain nombre de choses, et donc la fin, disons, du cycle de l'État-providence et des politiques keynésiennes. Donc on est monté dans un espace où ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous, est contraint par un certain nombre de choses qui se passent au niveau international. Exemple, vous augmentez vos salaires, augmentation salariale, ça, d'après la théorie keynésienne, ça permet d'augmenter la consommation, donc les entreprises investissent, vous avez du profit, mais qui n'a tout, on a plein régime et on a le plein emploi. Ça, c'était dans un monde où les frontières étaient fermées. Dans un monde très ouvert, dès que vous faites une politique de relance, vous augmentez les salaires, une partie de cette action va bénéficier à l'extérieur, sous forme d'importation. Parce que les gens, ils consomment des produits, pas nécessairement des produits importés. Il peut acheter un produit national de Bouzamé, dès qu'il fait une composante d'importation importante, donc ça vous impacte sur votre balance des paiements. Donc ça a un impact sur votre parité de la monnaie interne. Et donc là, les politiques publiques ne sont plus aussi efficaces qu'elles l'étaient dans les années 80. Donc, ça ne veut pas dire qu'il fallait les supprimer, non, mais maintenant, il faut les poser autrement, ces politiques. Donc ça, c'est quand même un phase très importante, et je tenais à vous le signaler. C'est un peu les mêmes problématiques donc, qui se posent à tous les pays du monde. Comment assurer le développement durable, le niveau de croissance le plus élevé, et une bonne répartition des richesses. Donc, si vous prenez un peu, vous faites tous les chefs d'État, un petit sondage, je crois que les objectifs internes, c'est assurer une augmentation régulière de la croissance pour pouvoir améliorer le niveau de vie de la population. Et voilà, donc c'est un peu ça. Mais malheureusement, les gouvernements n'ont plus les moyens de faire ça tout seul. Ils sont obligés de tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Et comme nous, on fait partie un peu de nous-mêmes, nous sommes contraints. Et vous le voyez, aujourd'hui, toutes les politiques qui ont été prises après la Révolution, et je reviendrai sur les politiques urbaines, ont eu un impact très important sur le déficit commercial interne, qui se creuse vraiment d'une manière très toute cette masse salariale qui a été augmentée
pour les besoins donc, de suite à la révolution et de suite à un peu tous ces ressources, ce pays cache en termes donc de déficit commercial, déficit de la balance des paiements, en termes d'endettement extérieur, etc., etc. Donc le bled ما عادش عنده معناها الدولة ولا الحكومة n'a plus les coups de franche comme elle l'avait auparavant. Et ça c'est un élément fondamental, hein, c'est pas rien. Donc voilà, je voulais commencer un peu par ces deux parallèles entre le changement qui se passe en Tunisie et le changement mondial, et surtout, donc chaque fois, peut-être je ferai un peu référence à ces aspects qui concernent un peu une vision systémique un peu donc du monde, et pour qu'on comprenne mieux les enjeux d'Atoun. On était étudiant en économie, زميل هز يده وقال له يا اخي الحاكم pourquoi ما يتبعش الفلوس ويعطي quand les gens demandent des augmentations de salaire ويهبطوا ويقرفوا واحد ويكسروا باش خسر عليهم ويطبع هو ويعطيهم après tout moi c'est la banque centrale qui imprime les billets donc vous voyez que c'est pas aussi simple et que aujourd'hui être à la tête d'un gouvernement concevoir des politiques publiques, ce n'est pas évident, c'est vraiment très difficile, parce que le monde se complexifie. Comme dans un monde hyper fermé, le monde est enchevêtré et les problématiques se complexifient. Vous avez un problème ici, des interactions à tous les niveaux, tous les niveaux du pouvoir régional. Vous avez des interactions sur tous les secteurs économiques, des interactions autour des différents acteurs, et donc c'est des équilibrages très fins qu'il faut trouver, et ça a été que c'est très difficile. Et malheureusement, on a, disons, une génération de décideurs, de politiciens qui n'ont pas été habitués à gérer la complexité de ce monde. C'est tout. Ça va vous déséquilibrer dans l'autre sens, etc. Donc le monde est devenu complexe et fatalement, donc les pays ont envie, mais le décideur doit agir dans un monde très complexe. Ce monde est devenu complexe, mais également, pourquoi il s'est complexifié? Et les solutions superficielles, il ne faut plus faire des analyses superficielles, des causalités directes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très difficile d'analyser, et c'est pour ça que les analyses des politiques publiques permettent un peu de mettre le doigt sur un peu ces interdépendances. Pour un même problème économique, فما واحد ولا social, فما واحد يقول لك لا يلزمك تعمل هكا، والآخر يقول لك يلزمك تعمل هكا، علاش؟ خاطر chacun d'eux, la même réalité, mais chacun la voit sous un angle selon des contraintes ou des priorités qui sont différentes. Et donc, du coup, le diagnostic ne sera pas le même. Le diagnostic est le même, mais les explications ne seront pas les mêmes et les solutions ne seront pas les mêmes. Donc, voilà un peu, en gros, si vous voulez, un peu le cadre. On agit dans un monde ouvert où tout est possible. De nouvelles frontières. Ça, c'est le côté positif de cette mondialisation. Il n'y a pas de limite. On peut aller à la conquête de marchés, de nouveaux marchés, à la conquête de nouveaux savoirs, de nouvelles technologies. Mais en même temps, cette mondialisation a apporté un peu un certain nombre d'incertitudes, des risques, le etc., etc. Mais elle est inéluctable. On ne peut pas agir contre la Wahd. Et chez nous et dans d'autres pays de la région, on a tous nos dirigeants ont toujours tenté de ne pas trop ouvrir le pays, les sociétés sur l'extérieur, donc on a toujours. Mais cette phobie un peu de ne pas vouloir voir ailleurs a été a volé en éclat avec l'émergence un peu de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont bien dans le sillage de cette fameuse mondialisation. Tout se sait, on n'a pas obligé d'aller voir ça, il fait Hong Kong, il a fait Canada, on peut sur un truc en direct voir ce qui se passe. Je donne toujours un exemple. Avant, il y avait un rapport qui ouvre annuellement à l'OCDE. Je ne sais pas si quelques-uns des économistes, qui ouvre le mois de juin le rapport de l'OCDE.
انا étudiant نوصي عليه ونبدا نستنى فيه معناها باش يبعثوه لي يقعد ساعات جمعتين في الواحد في الطياره وساقوط شاء ويمشي حد يشريه ويحط له في جواب ويبعثوا اكسترا اكسترا. توا vous pouvez en même temps qu'un étudiant français ou un américain ou un hollandais ou un congolais هو يطلع ça sur le site et vous avez accès à cette information. C'est formidable. En termes d'ouverture et d'accès à la connaissance, ça peut paraître mais c'est quand même l'impact et c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je dis cette fameuse mondialisation, elle est porteuse d'incertitudes, mais également elle est porteuse d'énormément de choses. Il y a toutes les barrières, les obstacles qu'il y avait à l'accès à l'information, à l'accès à la technologie, à l'accès à la connaissance, on volait en éclats. Et vous le voyez vous-même dans votre pratique tous les jours. Vous êtes informé de la sortie en même temps du dernier appareil, ou du dernier bouquin, ou du dernier film, ou du dernier disque que des gens qui sont aux États-Unis, ou au Canada, ou ailleurs. Et donc voilà, donc ça c'est un peu, disons, l'arrière-plan un peu de ce monde dans lequel la Tunisie est en train de se mouvoir. Et pour que la Tunisie aille dans le bon sens, on a besoin de gens comme vous qui permettent un peu de faire les bonnes analyses et de faire de bons diagnostics pour donner les bons conseils. Sans vouloir anticiper ce qui va être dit les prochains jours, le policier brief, le policier paper, il sert à ça, il sert à analyser une situation et à conseiller un peu le décideur pour essayer de l'influencer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, avant de passer peut-être à la présentation, j'ai fait une présentation structurée, mais je préfère que ce soit une séance interactive, où on échange, on discute, puisque les connaissances que je vais vous dire, elles sont accessibles à tout le monde, mais les façons, souvent la difficulté c'est comment les articuler, les enchevêtrer et en sortir des causalités. Donc s'il y a des questions, il n'y a pas de... Oui, je pense que... Oui, il se met en mode veille automatiquement. S'il y a des questions avant de commencer... Si je vais trop vite, Zada, il faut me le dire. Alors, j'ai tendance à peut-être parler vite. فما des questions, on a des compléments, on a حاجات. Ok. Donc l'analyse des politiques publiques. Donc voilà, en introduction, nous sommes continuellement, avec donc, le harcèlement médiatique qu'on subit, confrontés à un certain nombre de questions relatives aux politiques publiques. C'est-à-dire le gouvernement prenne des décisions. Bien sûr, il ne les prend pas tout seul, mais c'est toujours donc l'élément, l'acteur principal, c'est des politiques publiques par définition, c'est l'État qui les prend, même si des fois il essaye d'associer, de plus en plus on essaye d'associer d'autres parties prenantes. Mais à un certain moment, jusqu'à une période comme historique qui s'arrête peut-être le tournant, c'est les années 70, c'est le gouvernement qui faisait tout, notre pays, le secteur privé avait la place était marginale, tout passait par le gouvernement, donc on devait tout préparer, les plans quinquennaux étaient là pour structurer un peu toutes ces politiques, ces stratégies, et donc la politique publique, donc c'était l'ensemble des actions conduites seules ou en partenariat par les autorités publiques. Seul, mais maintenant, de moins en moins, l'État ne peut plus tout faire. Et vous le sentez vous-même dans vos discussions, dans ce que vous avez appris, dans votre pratique quotidienne. L'État, de plus en plus, on parle de partenariat public-privé, de plus en plus, on parle de privatisation, de plus en plus, on parle de modernisation, de réforme de l'État, de plus en plus, on parle de caisse de compensation et réduire les dépenses budgétaires parce qu'elles ont un coût en termes de déficit budgétaire qui lui-même va générer de la dette publique qui est elle-même
génèrent des paiements, etc., donc, qui vont augmenter les déficits budgétaires. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le changement, peut-être vous le sentez, mais vous en apercevez pas, mais il y a un changement. Les politiques publiques, de plus en plus, elles fondent comme peau de chagrin, et que parce qu'il y a d'autres acteurs, les qui deviennent un peu des acteurs de plus en plus importants, à savoir la société civile, le secteur privé, donc le monde académique, etc., etc., ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, c'est les parties prenantes, voilà, les acteurs du développement. C'est ça un peu, il y avait un seul acteur de développement, c'était l'État, et tout le monde était, tous nos espoirs étaient fondés sur l'État pour qu'ils construisent des autoroutes, des écoles, pour qu'ils mettent nos enfants dans les écoles, etc., etc. Ce n'est plus le cas, et même en Tunisie, maintenant, avant, à un certain moment, le ministère de la Santé s'appelait le ministère de la Santé publique. Et on s'est aperçu que le secteur privé avait une part très importante du secteur de la santé. Donc même la nomination du ministère a changé. Voilà, c'est le ministère de la Santé. Donc parce que l'État, les politiques publiques ne sont plus les autres acteurs, donc l'État n'est plus le seul acteur dans la définition des politiques publiques. Alors, il faut nécessairement passer par une petite dose de définition, donc c'est pour essayer un peu de mettre les riches. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'électricité, qu'il y a un bruit qui arrive. Très bien. Alors, on passe très vite rapidement des définitions, vous pouvez les trouver sur le net. Donc. Mais politique publique, ça correspond à ce qu'en anglais on dit public policy. C'est un peu la traduction, même en français on a du mal à trouver l'analyse des politiques publiques. Autant en anglais c'est naturel, mais le français, oui, ça y est. Le taux, même quand on le calme, elle ne vient pas naturellement. Donc, le terme de public policy s'oppose au terme politics, qui est politique en français. Oui, avec le grand P. La politique, c'est un peu la répartition du pouvoir, c'est la conquête du pouvoir législatif et gouvernemental, etc. Donc ça, c'est politique. Mais public policy, c'est tout ce qui concerne un peu les politiques publiques. Ce n'est pas le pouvoir politique, c'est l'intervention un peu de l'État pour mettre en œuvre des programmes et des projets en vue d'atteindre des objectifs de politique publique. Ok, donc c'est important. الخاطر احنا ديما تعرفوا كلمه بوليتيك في تونس ديما لها كونوتاسيون نوتامون سورتو قبل بيجوراتيف ولا ديما بوليتيك تخاف. انا كنت نقرا سيونس بوليتيك حتى قبل لك يتفجروا معناها الناس حتى بوليتيك بوبليك يخسروا لك معناها. دونك جوست ان بو بور دير كو la politique publique c'est quelque chose de complètement différent donc, du concept de politique, et ça c'est très important. Il y a des théories entières qui ont été développées pour parler de ça. Donc, une définition, il y en a une multitude, donc des centaines peut-être si vous voulez, que j'ai retenue, c'est que une politique publique est définie comme un enchaînement de décisions ou d'activités intentionnellement cohérentes, prises par différents acteurs, publics et parfois privés, dont les ressources, les attaches institutionnelles et les intérêts varient en vue de résoudre de manière ciblée un problème défini plus politiquement comme collectif. Bon, ça c'est les définitions elles sont génériques. On ne doit oublier personne. Tout le monde se retrouve dans cette définition. C'est pour ça que souvent on a des définitions où ils essayent un peu de tout mettre dedans, alors qu'on aurait pu penser, allez, je vais faire une petite définition synthétique, mais pas mal, c'est les mains, ouais. Si tu parles de l'État, voilà qu'ils sont parlés des autres acteurs, et les autres acteurs, ils connaissent l'État, mais je mets si tu parles des ressources, ninjaïn, les attaches institutionnelles des ressources, pas mal un tas d'éléments qui font que ça, c'est un peu la définition que j'ai vue, donc la plus synthétique, qui intègre les différentes dimensions de la politique publique, même si elle n'est pas peut-être la plus courte. Donc, je la répète, une politique publique est définie comme l'enchaînement de décisions ou d'activités
Si le gouvernement décide d'augmenter le prix du carburant, c'est une politique publique, c'est une décision de politique publique, c'est l'État qui la prend. Alors, l'objectif, s'il veut augmenter parce qu'il veut, soit il a des émissions de CO2, ou il a le déficit de la caisse de compensation, ou il a les importations de carburant, d'hydrocarbures qui coûtent de plus en plus cher pour la Tunisie, voilà, il y a un tas de raisons pourquoi. Donc, intentionnellement cohérente. Souvent, ils sont cohérentes et intentionnelles, prises par différents acteurs, publics et parfois privés, dont les ressources, les attaches institutionnelles et les intérêts varient en vue de résoudre les gens, les chefs de cette décision de politique publique, leurs intérêts ne sont pas nécessairement convergents. Mais ils ont fait à cette décision. Même si le privé pour faire du bénéfice, et les associations pour faire du bénévolat, ou le gouvernement est là pour essayer un peu de gérer, de jouer le policier de la circulation. Ils prennent cette décision, même si chacun, leurs intérêts ne sont pas, leur mandat n'est pas le même, ils espèrent un peu de cette décision qu'elle leur permette d'atteindre un peu quelque chose de manière commun. Alors, ça c'est un peu au niveau de la définition. Bon. Mais le plus important, ce n'est pas, souvent, une politique publique, c'est comme un éléphant. On la reconnaît quand on la voit, mais on ne peut pas la décrire. Ça, c'est une politique publique. Donc c'est pour ça que les gens qui réfléchissent ou qui travaillent sur ça définissent plutôt la politique publique par les critères. Quels sont les critères qui font que Haja est considérée comme étant une politique publique? Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Je ne peux pas savoir si ma cadence ou mon débit est trop rapide pour vous. On est là pour collaborer. Ne soyez pas intimidés, je ne suis pas le professeur, on est là juste pour discuter. Donc allez-y, s'il y a des questions, on la fait بالعكس تعرفوا المعلم que les gens réagissent à ce qu'il dit. Sinon, soit il est un peu. Voilà. C'est bon. Ok. Alors, les critères d'une politique publique. Donc, il y a plusieurs. Oui, pardon. Intervention. Peut-on dire que la politique, c'est la gestion de la vie publique qui est associée à l'intervention des gouverneurs ou des autorités? La gestion avec la modalité. On a un terrain de politique publique qui fait quelle est la modalité de cette modalité, le rôle des gouvernants. Si c'est une politique régionale, donc vous donnez au gouverneur la possibilité par son mandat donc, de mettre en œuvre un peu cette politique publique. La gestion publique, c'est la modalité qui va permettre un peu de mettre en place ce programme. La politique publique, c'est presque un programme. Comment on va exécuter ce programme? J'ai l'intention qu'il y a des traits, des lignes entre le concept de la politique publique, comme vous l'avez expliqué, monsieur, et la notion du service public. Le marfaq al-am. Vous êtes en train d'expliquer la gestion du service public. Il y a comme ça, le service public, c'est on prend les gens avant, le service public, il est défini. Le service public, il est défini. Mais est-ce que l'autoroute derrière le service public, est-ce que le Foulef, qui est l'État, c'est un bien, une entreprise étatique, est-ce que derrière le service public, le service public, c'est un peu limité à un certain nombre de services administratifs que l'État met à la disposition des citoyens. L'État, il n'a pas que ce rôle-là. L'État peut être un rôle marchand. L'État, dans certaines situations, peut être un peu moins. Mais l'État, le premier PIB productif, c'est l'État. C'est le transport, tout ça, c'est l'État. Mais ils ne sont pas dans le service public, ils sont dans le service marchand.
Ce que vous dites, la définition du service public, c'est le service non marchand. Les gens, ils ont un c'est ça le service public, ou ils ont une visite à la c'est ça le n'est-ce pas? L'air, c'est le service marchand. Donc la politique publique couvre les deux aspects. Elle ne couvre pas que le service public. Est-ce que j'ai répondu à votre... Oui. Petite nuance. Déjà, vous avez dit la politique publique, c'est un peu la politique c'est la politique, je ne sais pas, des autoroutes. Le programme autoroutier, c'est la politique publique. Avec la politique de santé. Donc, je vois quelles sont l'éducation. Mais le service public, ce n'est pas politique. C'est un peu le bras, disons, opérationnel de l'État. La politique, c'est on est dans la conception. On conçoit des politiques, on parle de zarat, qui sont mandatés pour ça. Le service public, c'est, disons, le bras opérationnel de l'État. Même en dehors de politique publique, il y aura toujours un service public. Ce n'est pas inclusif. C'est là qu'il vient, le service public vient en appui à la politique publique. Donc, les critères d'une politique publique, on va la caractériser, la définir, non pas par un peu sa définition, mais par les critères. Donc, plusieurs éléments. Donc, d'abord, pour qu'on parle d'une politique publique, il faut qu'elle vienne en solution à un problème. On va utiliser les critères à votre question. Il est là, quel que soit, il est là. Mais la politique publique, c'est comment améliorer l'aider. Ça, ça devient la politique. À la khater, il y a une solution à un problème. Et donc là, on commence un peu à revenir un peu sur, disons, à recentrer la discussion sur ce que vous êtes appelé à faire. C'est la solution à un problème. Donc la politique publique doit venir en solution à un problème. Donc on doit diagnostiquer un problème. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des méthodologies, il y a des techniques qui permettent un peu disons, de trouver les problèmes. والمشكلة شنو هي بالنسبة للدولة ولا بالنسبة للدولة ولا وزارة شنو هي المشكلة؟ Dans l'élaboration de cette publique. Le problème. Quand on diagnostic, la politique publique, je disais, c'est une solution à un problème. À laquelle est confronté le décideur. Je connais bien le problème. Comment engager le problème? L'environnement. Définir les intervenants pour chaque problème. Voilà, c'est la multiplicité des problèmes. Comment prioriser? j'ai maintenant un problème. المنطقة الفلانية هذه ما فماش ماء صالح للشراب. Un village فيه 100 مسكن. 100 مسكن. Donc vous dites ça c'est un problème. Vous dites que le décideur يقول لك هذايا par rapport à l'Israël du الجهة الأخرى alors c'est rien du tout. Donc il faut déjà prioriser les problèmes. Et ça c'est quand même très important, c'est très difficile. على خاطر c'est d'autres fait avoir beaucoup d'éléments de subjectivité, beaucoup d'éléments d'analyse, de diagnostic. Pour prioriser les problèmes, il faut faire de bons diagnostics. Et donc ça, c'est un problème que confronte le décideur, c'est comment prioriser les problèmes. Quand vous êtes intéressé par un secteur quelconque, je ne sais pas, les eaux thermales, fait 20,000 إشكالية. علاش باش تختار هذيك برك؟ علاش تمشي لجهه قربص مثلا تعمل دراسه ولا تعمل واحد؟ علاش ما تمشيش على تونس كامل؟ علاش ما تمشيش Vous voyez ce que je veux dire? Le décideur est confronté à une multitude de problèmes. Donc il faut les prioriser et donc votre flair c'est d'aller choisir le bon problème ou la bonne problématique. Alors il faut prioriser les problèmes. إذا كان عندك أنت beaucoup de problèmes. Est-ce que le côté, par exemple, budgétaire ou financier, ou les ressources humaines, des objectifs globaux. est-ce
اسكو فما دي كريتير كونفونسيونيل معناها متفق عليهم الناس الكل هذوما بور معناها بور كلاسيفيي لي بريوريتي والا سي سوبجيكتيف معناها C'est sur l'application. Là, peut-être, pourquoi pas, demain, on pourrait rêver d'un monde où il te le fait, c'est quand les problèmes un certain nombre de critères, quand le problème font bon, mais il n'y a pas de, disons, ce n'est pas... Une recette. Il n'y a pas de recette miracle. Les problèmes, ça dépend de vos objectifs que vous êtes fixés au niveau national. Et c'est ça qui va vous donner les priorités au niveau des régions, au niveau local, au niveau le plus décentralisé. شيء مربوط ببعض. Donc, quand vous allez concevoir vos objectifs globaux dans le cadre d'un plan de développement, dans le cadre d'une stratégie décennale, les priorités nationales ou pas, les autres se déclinent. Donc ça, c'est important, c'est l'identification du problème et la priorisation du problème, parce que les problèmes, il y en a une multitude, hein, tout le monde le sait, au niveau individuel déjà, au niveau donc de l'État et du service public. Mais je pense que le fait de prioriser, c'est relatif. Ça dépend, on est dans quel domaine. Donc, dans ce domaine-là, je priorise. Pour moi, ça, c'est une priorité. Bien sûr. Encore faut-il que vous ayez le pouvoir de décider. C'est pour ça que les élections, c'est important. Donc, chacun a يربح الانتخابات يولي يطبق هو الأولويات. أنا قلت لك il n'y a pas d'أولويات dans l'absolu. الأولويات change de vous. فما ناس الأولوية يقول لك نقص لي في سوم الدخان مثلا. فما واحد ان غرو فيمور قال له شنو يقول لك نقص لي الاخر مثلا نقص لي في السوق ترونسبور بوبليك واللي عنده 4 كراه في الدار ما يقلبوش حتى الترونسبور بوبليك واحد واللي يخمم نقص لي في البنيات. Donc هذاك au niveau individuel نحكي لك au niveau des partis politiques ولا واحد là aussi donc chaque gouvernement ولا chaque parti a des priorités فما شكون يحب مثلا لا كروسانس حاجته في السوسيال فما لا يقول لك لا يا خويا حاجتي في السوسيال هذيك هي الكل خاطر سون لو سوسيال لا كروسانس elle peut être minée ومن بعد ça peut dégénérer فما شكون يحب l'environnement فما الاخر يحب الرياضه لا كولتور فما ناس تسال يقول لك بيجي كولتور ماذا بيا ولا يسفر شنو هو الكولتور هذا معناها السينما عمره ما مشى للتياتر والسينما donc pourquoi veux-tu qu'on priorise ce secteur là اللي هو ما يراش فيه روح. Donc les priorités vont être selon un peu les familles d'esprit ou selon les tendances, chacun كل بلاد كل معناها حزب et c'est pour ça que les gens quand ils se voient dans des priorités formulées par les partis vont voter pour tel ou tel parti parce que ils pensent que les priorités de ce parti peuvent en partie correspondre à leur... Ça reflète. Et à leurs intérêts, ouais, c'est pour ça que nous trouvons faire le corporatisme, la démagogie, ou l'ahzab, de telle catégorie. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de manière, les priorités sont subjectives, selon le contexte, selon le background à chaque individu, ou à chaque structure, selon le mandat, etc. etc. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième, c'est l'existence de groupes cibles à l'origine d'un problème public. Donc, les groupes cibles, c'est un peu les personnes qui sont, ont soulevé le problème. Il y a un groupe cible, soit bénéficiaire, c'est une politique publique qui va cibler cette catégorie-là, les jeunes diplômés du supérieur sans emploi, c'est une politique publique qui cible un peu ce groupe cible. L'objectif c'est vraiment une politique publique, voilà une stratégie qui vise à apporter une solution à ce problème. Donc il y a des modèles de causalité qui permettent un peu de comprendre quel est le rôle, la cohérence de la politique publique et qui aide à identifier les groupes sociaux qui sont à l'origine des problèmes. Le troisième critère, ça me rend pour cette défaillance, mais je vous donnerai la présentation du problème. Une politique publique est mise en place avec une orientation donnée. Elle suppose une théorie du changement social. Ça, c'est quelque chose d'important que l'on est en train d'appliquer pour résoudre le problème public considéré. Donc, voilà, le changement social, ça c'est important. Le changement social, c'est-à-dire la finalité de tout développement. C'est quoi? Conditions de vie. Non. Amélioration des conditions de vie. Et bon, pourquoi? Quelle est la finalité? Ça, c'est un peu l'outil. L'outil, la finalité, c'est ça. Le bonheur.
Et le changement social, c'est produire un changement social. Avec la finalité. Et donc, si un projet n'arrive pas à changer les choses sur le terrain, ce n'est pas un projet réussi. J'étais un projet qui a fait 100 milliards. Il te faut quelques chars, les gens, بعد 10 سنين, les projets n'ont pas rien vu. Ni les mentalités ont changé en faveur de tel ou tel. على الأقل الفوليوم ياسر Donc, le mot de changement social, c'est quelque chose de très important. Toute la finalité de tout ce que nous faisons en termes de politique, économique, sociale, ça vise le changement social. Ça vise qu'il y ait un changement dans la vie des gens. Ça vise un changement dans la conception des gens vis-à-vis de la technologie. Un changement vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Un changement vis-à-vis du secteur de la santé. Un changement vis-à-vis de leur comportement. Et comme vous le savez, la difficulté encore plus importante, c'est que le changement... c'est que le changement social demande beaucoup de temps. C'est-à-dire, un changement social en 6 mois, il faut au minimum 10 ans, changer un peu le formatage des esprits, la façon de voir les choses, la façon de poser les problèmes, le mode, les modes de vie, ça, la promotion d'un mode de vie, ça, un exemple. في تونس كنا قبل الناس تكيف في الكيران وفي واحد وفي تاكسي وما على بالوش وفي قهوه نورمال يدخل الاداره ولا بانك تدخل تلقاه مادك السيجار ولا يحرق في وجهك واحد. On a mis presque, quand on a décidé la loi, il a fallu presque 10-15 ans pour que sur le terrain les choses suivent. Il ne suffit pas de changer une loi, ou de faire de la promotion, de publicité, ou de la sensibilisation. Et c'est pour ça que c'est compliqué, le changement social en soi, c'est très difficile. Ça remonte à très loin, ça vient de très loin. Donc les mentalités, c'est pas évident. Et là, le problème, c'est que souvent les décideurs, ils sont dans un horizon de court terme. Maximum, un décideur, la حكومة قال لك أنا عندي 5 سنين ولا عامين. حبني انا نقرر حاجات اللي باش يعطيو الامباكت نتاعهم بعد 10 سنين وقتها نبدا روتريتي ولا يعلم ربي بيا وين. Et donc là, مش كان في تونس, dans tous les pays du monde, les politiques publiques, là aussi un des problèmes, c'est que elles s'inscrivent, elles doivent s'inscrire dans le temps. Si vous voulez produire du changement social, si vous voulez aller de manière تفرغ الفلوس, قال شنو راني نخدم عملت سياسه واحد نحب فريمون نعمل changement social, il vous faut du temps pour mettre en œuvre ces aspects-là. Et le temps, c'est la ressource rare pour les hommes politiques. Ils sont à échéance contre les خدمة في الانتخابات باش ينجح يعمل المنظم نتاعو, وكان ينجح سي بون, سينون يمشي على روحه مش باش قاعد يخدم. دونك هذاك علاش les politiques publiques deviennent un peu moins efficaces actuellement. على خاطر قبل l'État à l'époque, l'État-providence, il se projetait dans le futur. Il y avait une vision. L'État était stratège, on appelle l'État stratège. Dans 20 ans, والناس الكل accès Internet, etc. Le décideur, mais encore, ça va être encore plus, avec les changements en cours, ça va être de plus en plus présent. À travers Raouf et Europe, oui, les gouvernements, ça ne veulent plus engager les gros chantiers. Et la politique publique, c'est les gros chantiers, par définition. C'est les problèmes de société, c'est les problèmes de tout ce que vous voulez, de durabilité, de modèles de développement. Mais le décideur, celui à qui on demande de faire des politiques publiques, هو بين الخامة معناها احتمال كيما مثلا ناخذ الاكزومبل تاع تونس. كي تعطي الحكومة تاع عام ولا عامين. يعرف المنظم تاعو عامين, il est là transitoire. C'est normal qu'il ne va pas engager, c'est presque, je dirais, entre guillemets, légitime, si on se met à sa place. Il va engager des réformes, chaque fois, بعد 10 سنين.
et qui sont risqués, donc ils risquent de se casser la gueule entre-temps. Donc الناس الكل تولي يستناو حتى لين يعمل ربي دليل من بعد تشوفوا l'échéance. Mais توا le maximum l'échéance ça va être 5 ans. On a des mandats dans les tournes législatives pendant 5 ans, et les psychés, moi je suis avec des risques. Donc c'est pour ça que ça hâte. Les politiques publiques de plus en plus sont accompagnées par des instances pour contourner ce problème, des instances, disons, des think tanks, des instances parallèles à l'État, qui sont des émanations de l'État, mais qui ne sont pas dans l'État, qui sont là pour réfléchir et définir des visions à moyen et long terme. À l'intérieur de l'État, mais déjà, l'échéance de 5 ans, on a maximum le plan. Et les politiques publiques, ils ont vraiment très portés sur le futur, sur le prospective, sur une profondeur stratégique importante. Mais à l'étranger, on constate une différence. بالنسبة لنا احنا نحسوا معناتها البوليتيك de l'État et les personnes. في l'étranger توا راهو معناتها مش liaison ما بين les personnes والstratégie du pays. فما continuité malgré معناتها le changement des partis. La politique elle se poursuit. كيما توا نلقاو برا تلقى معناتها des études يقول لك à l'horizon 2020 la recherche مثال في l'Union européenne تلقى قاعدين ياخذوا مثال sur un programme à l'horizon 2020. بالنسبه للسيكتور de l'industrie pharmaceutique يقول لك كيف à l'horizon 2015 ou 2025. بالنسبه لنا احنا نخدموا برشا اي خاطر احنا جوسكا مازون احنا ليتا ني با نوتر. احنا المشكله ليتا معناها le parti dominant a mal l'OPA en l'État. Alors que l'État est là au-dessus des partis. Il doit être là, l'État il est là pour tous les Tunisiens. Il doit la pérennité des institutions, l'État est là, quelle que soit la majorité politique de l'État. Malheureusement, l'État, une conception du développement on pensait que l'État, le parti au pouvoir, s'est rallié avec l'État, il a pris en otage, on a fait un bras séculier. Donc du coup, l'État est très, il n'y a pas de séparation entre le parti et l'État. Ça se justifiait au début des indépendances, quand on avait besoin d'un État fort, qui avançait, où il n'y avait pas d'hésitation. Il fallait aller dans les régions, investir partout. Donc là, ça marchait. À partir du moment où ce rôle ne se joue plus, disons, la connivence entre l'État et le parti est néfaste. Dans les années 60, c'était une bonne chose que l'État aille ou investisse ou le touroukat. Il est partout. Là, ça devenait un handicap. Dans les pays c'est que les institutions sont pérennes, sont là, indépendamment de la majorité parlementaire. Ils sont là. Bon, enfin, quelques cabinets ministériels qui battent le والإدارة تبقى تخدم على روحها انديبوندامون. تنجم تلقى في إدارة الديريكتور جينيرال يبدا عنده ابارتمونس بوليتيك والسو ديريكتور نتاعو واحد والناس الكل تخدم على روحها ومعناها في سبيل l'État indépendamment de leur progression politique. Ça, ce point est très important et fondamental. Je vais y revenir tout à l'heure par une petite schématisation parce que je pense que c'est le problème crucial. Donc, l'autre critère, donc le quatrième, donc on en est au quatrième critère, c'est que l'existence de plusieurs décisions et activités. Donc les politiques publiques se caractérisent par un ensemble d'actions qui dépassent le niveau de la décision unique ou spécifique, tout en restant au-deçà d'un mouvement social général. Une politique publique, quand même, doit être élaborée. Ce n'est pas une petite mesurette, comme on dit, qui va faire une politique publique. Une politique publique doit être conçue à plusieurs et doit répondre un peu, tout doit être consistant. Ce n'est pas une petite mesure. Une décision unique, il a pris, ce n'est pas une politique publique. Il faut plus que ça pour qu'on parle de politique publique.
Le rôle clé des acteurs publics, là aussi, comme politique publique, bon, n'oubliez pas, même si l'État est en train un peu le rôle de l'État dans tous les pays du monde, ouais, est en train un peu de s'éroder, de s'escamoter, quand même, le politique publique, il a un rôle encore fondamental. Donc c'est l'ensemble des décisions et d'actions ne peut être considéré comme une politique publique que dans la mesure où ceux qui les prennent agissent en tant qu'acteurs publics. Autrement dit, il faut qu'il s'agisse d'acteurs appartenant au système politico-administratif. C'est un peu l'administration politique, c'est un peu l'interférence entre les partis d'État ou les partis de la politique, ou bien d'acteurs privés investis de la légitimité de décider ou d'agir sur la base d'une délégation fondée sur une règle juridique. Donc, même si le privé intervient dans une politique publique, c'est l'État qui l'invite à intervenir. Une décision privée, bien privée, considérée comme étant une politique publique, bon, on peut me dire c'est une tautologie, c'est évident, mais bon, il faut bien, ça rate, même si les choses paraissent évidentes, il faut dans un souci d'exhaustivité, il faut les citer. Donc, l'existence d'actes formalisés également, donc on ne peut pas parler d'une politique publique si les choses ne sont pas formalisées, un texte, un décret, qui fait qu'on peut parler, sinon ça n'a pas de sens de parler d'une politique publique si elle n'est pas dans les archives de l'État quelque part et auquel on fait référence et où il y a une signature, où il y a un paraphe. Donc, la politique publique suppose la production d'actes ou outputs censés orienter le comportement de groupes ou d'individus supposés à l'origine du problème public. En ce sens, notre définition d'une politique publique suppose l'existence d'une phase de mise en œuvre concrète de mesures décidées. Alors, c'est-à-dire qu'on a joué un peu le cadre de mise en œuvre de conceptuel de la politique publique, qui a un peu la définition, qui a les critères qui permettent ce qu'on appelle la checklist, qui permet de savoir si une mesure est une mesure de politique publique, c'est autre chose. Là où on va parler des objectifs. Les objectifs donc permettent d'atteindre des objectifs. Donc les politiques publiques divers, bon, généralement, elles tournent autour d'une dizaine d'objectifs qui sont globalement assurer l'éducation des citoyens. Donc quand l'État, souvent, on a pour objectif de mettre en place des politiques publiques dans le domaine de l'éducation, c'est l'objectif de cette politique, c'est d'assurer l'éducation des citoyens, assurer la sécurité et le maintien de l'état de droit, maximiser le bien-être et le revenu par habitant, ça c'est l'objectif de toute politique publique de développement, permettre le plein emploi et éviter la pauvreté subie, assurer la situation sanitaire de la population, tout ce qui concerne un peu la santé. J'ai vu que parmi vous, il y a pas mal de candidats qui ont travaillé sur les aspects de santé. Assurer la circulation des personnes et des biens, donc c'est les transports, c'est tous ces aspects-là, public, transport d'individus, marchandises, transport terrestre, aérien, maritime, etc. Et jouer un rôle de redistribution lorsque l'égalité des chances n'est pas assurée initialement. L'État également, une politique publique, une politique sociale peut viser à rétablir un semblant de redistribution dans une société donc, où il y a de plus en plus d'inégalités. Et là aussi, je reviens un peu à cette fameuse mondialisation. Une des conséquences de la mondialisation, c'est que malheureusement, on assiste depuis peut-être trentaine d'années, et ça va crescendo, ça s'accentue d'année en année, c'est des problèmes donc, de disparité. La mondialisation a apporté beaucoup d'opportunités pour les pays, mais elle les a embarqués également dans des modèles de développement qui produisent beaucoup de disparités. Pourquoi? Pour la simple raison que, les salaires étaient plus ou moins élevés, de manière des échelons de salaire, de 1 à 3 ou à 4 maximum, c'était un peu le cas qui tournait sacré. Tous les pays du monde, plus ou moins. Avec la mondialisation et la création un peu de cette économie monde dont on parle, les multinationales, les nouvelles technologies, et donc ces acteurs-là multinationaux, ils vont dans tous les pays du monde et ils vont prendre les meilleurs. Et ils les payent moitié moins cher
aux États-Unis ou en Europe, mais 3 fois plus cher que le salaire qu'ils avaient في بلادهم. كما الكا في تونس يبدا انجينيور انفورماتيك لازم يخدم في شركه معناها بوبليك عموميه ولا بون شويه في تونس بون شهريته. Il y a des tentations pour être, et c'est ce qui se passe dans tout le monde. Ce qui fait que ça crée des disparités au niveau international, parce que la mondialisation, tous les pays n'avancent pas à la même cadence technologique, donc il y a des pays qui avancent beaucoup plus vite, qui profitent plus de la mondialisation. Ils se sont investis dans les nouvelles technologies, dans le transport, la téléphonie, etc. Et à l'intérieur des pays, les secteurs là aussi les plus lucratifs vont attirer les meilleurs talents et ça va créer une césure au niveau de la société importante et ce phénomène est valable un peu partout, un peu dans le monde. Donc vous avez d'un côté le secteur, disons, des biens non échangeables, des services publics, des services qui ne sont pas exportables, qui restent très bas. Et vous avez d'autres secteurs qui sont qui se font beaucoup d'argent et qui sont prêts à payer leurs cadres, leurs ingénieurs, même avec des prix qui dépassent 5 ou 6 ou 10 fois. Donc la mondialisation, sans le vouloir, ce processus a généré énormément donc, de disparités. Et là, je fais un peu une petite parenthèse sur ça, parce que je pense que sur les 10 prochaines années, et tout laisse penser ça, et je vais vous donner quelques exemples, que le grand combat au niveau international, ça va être la lutte contre les disparités, au niveau international et au niveau des pays. On a vu ce que c'était qu'une société ou un pays où il y avait beaucoup de disparités, régionales, sociales, etc. Où est-ce que ça pouvait mener? Et un peu partout, vous le voyez, le ras-le-bol, les Grèce, l'Espagne, les gens en ont ras-le-bol de cette disparité, ces jeunes qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, et d'autres personnes, pour peu, qui sachent, ont un petit réseau, et ça va être un peu l'enjeu des 10 ou 20 prochaines années, et même la stabilité du monde va dépendre un peu de la capacité de l'humanité ou des pays à trouver une solution, ou à au moins atténuer ce problème. Et j'en veux pour preuve, juste un peu comme ça, laissez-moi, si je vais continuer à parler d'un petit apropos, au moins une petite digression. Il y a un fameux rapport, je connais, il y a Oxfam. Oxfam, c'est une ONG internationale basée في الانجلترا تخدم برشا على لي عملت رابور خرج في السنه هو لي زيتود لي ريزولتا نتاعو Eh bien, ça fait froid dans le dos. Alors, je vais vous lire un peu le principal slogan de ce rapport. عملوا une analyse fouillée, on regarde que je ne vais pas vous dire des bêtises, on va arrêter avec le truc. Alors, elle craint que combien de personnes? Alors, le nombre de millionnaires, de milliardaires a doublé. C'est un chiffre qui a été cité. 16 billion. Voilà, 16 millionnaires. في l'Afrique subsaharienne, on a 16 milliardaires. أما يقول لك la richesse de 17 personnes في العالم قد la richesse de قريب 800 مليون عبد. 17 il faut que je trouve le truc, ça me dit. Alors, mais le chiffre, il est effarant. Donc 18 personnes, on a 17 personnes, عندهم قد ما عنده 800 مليون عبد في العالم، هذاها en tant que richesse.
Et donc ça, c'est quelque chose de dangereux. Donc d'abord, c'est injuste. L'inéquité ou les inégalités. Chacun d'eux, il a l'équivalent de... Bon, je vous trouverai ça mais c'est très important la problématique de l'équité et des disparités comme être de plus en plus présente dans le monde et dans notre pays. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, en guise d'anecdote, c'est que parmi les critères de choix, la priorisation, c'est que vous devez prendre la lutte contre les disparités comme étant un élément de la problématique. Faire une politique publique qui ne s'attaque pas aux disparités en même temps qu'elle apporte un service. Une politique d'éducation. On a l'éducation, on met le flou, mais rien ne l'impact au niveau des disparités. C'est très dangereux et ça peut mettre en cause un peu le mandat auquel. L'exemple de Tatoum actuellement. L'éducation, et je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes de l'éducation, mais si peu comme vous dire, ça serait bien pour qu'il y ait quand même un petit débat. في تونس الدولة تصرف ب 7% du budget, ouais, c'est un des taux les plus élevés du PIB de l'éducation. À un certain moment, quelle Norvège, c'est vrai qu'on s'est dégradé, mais qu'on n'a pas mis le mais qui dit toujours en termes de résultats, il y a des pays qui dépensent 2%, 3%, ils font des performances en termes éducatifs beaucoup plus importantes que les nôtres. Et les performances, c'est le taux d'achèvement. On avait tous les politiques dans l'éducation. Pendant, mais ce qui est clair, c'est objectif. On parle qui dit les responsables du secteur d'éducation en Tunis. L'éducation, qui fait 100% d'enrôlement, de scolarisation. Et donc, قداش يخرج من السيستم هكاك حاجه خاطر المشكله كي تدخل وتشوف قداش يخرجوا اكاديميين ويدخلوا معناها اللي يخرجوا على السيستم كلهم سي دي ماس انورم. Vous savez, le chiffre a bien circulé في تونس كل عام عندنا 131,000 ينقطعوا على التعليم. Ce qui est quelque chose de phénoménal. علاش؟ على خاطر بالنسبه للديسيدور يقول لك انا مون رول سي تو سكولاريزاسيون ندخل هذاك سيتي فغي عام 60 ولا في البلدان في افريقيا وين مازالوا ساكن الناس ما يحبوش يبعثوا بناتهم يقراوا ولا بنغلاديش ولا الناس فقراء ولا مدارس هذاك ينجم يقول لك انا من اوبجيكتيف سي تو سكولاريزاسيون. اما بلاد كيما تونس عملت 50 سنه اكسبيريونس وخلال حتى قبل الاستقلال عندنا معناها ان ايطار واحد. Mon taux de scolarisation ne me suffit plus, le taux de scolarisation. Je veux te juger en tant que ministère de l'Éducation sur قداش على مية قداش توصلهم ياخذ l'enseignement de base. ما نحكيش على الباك. نحكي لك هذوما اللي يخرجوا في تونس قبل ما يوصلوا عمرهم 16 سنة. كي معناها في الاتفاقيات الدولية وتونس صحت عليهم l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. ومعناها والدولة معناها مسؤولة على ces défaillances. D'accord? Donc ça, c'est important. Ben, كي تجي ندخل أنا dans les détails. تلقى هذوما اللي منعقدين على التعليم كلهم جايين سبحان الله من عائلات فقيرة ولا جهات فقيرة. هكاك بارازار. كي تجي تشوف أنت الواحد لتو l'absentéisme تاع الأساتذة ولا المعلمين. تلقاهم là où il y a le plus de gens qui quittent l'école. على خاطر يمشي وانا كنت في المينيسير في un certain moment j'étais chargé de l'éducation مشيت في اول عام على رونتري نمشيو نزوروا المدارس شويه واحد باش نسجعوهم ونعطيهم شويه كراس اكسيتيرا مشيت للمدرسه لا دوزيام سيمين دو لا رونتري مدرسه في كيفيه ما نحكي لكمش لا دوزيام سيمين الناس قرات في تونس وعملوا الوزير وقتها مشى ناجنا والورد دش المدرسه وفي المرسى والاخر مشى حي النصر دشوا المدارس ومصورين صار تونس لاباس الحمد لله راهو ولاد الكل راهو محلاهم وواحد معناها شعارهم مذكوره كذا امورهم واضحه. دوزيام سيمين نمشي المدرسه
la seule classe ouverte c'était المدير. هو المدير يقرر من طون حاطين الاخرين ما فما حد ماشي كل حد ما التحق ها دونك مشينا خاطر هو يدوفي نو ريسيفوار دونك عمل مجهود وجا غادي دخلنا القسم اللي فيه هو كلام ذات كل واحد عنده ورقه فوق طاولته ومدها له خذا له استاذ معناها المدير بالزربه مسكين احنا جايين تسمع بينا كانوا جايين خذا كراسه بدا يشبك كل واحد ينحي له في الورقه ويحط له قدامه ويعطيه ستيل باش كي ندخل واحد يقول له واحد. Donc, vous n'allez pas me dire que ces gens-là ont les mêmes chances de réussir le travail. ما نتمشي والله انا بون معناها ما نحبش نرد على روايه ولا حاجه. دراماتيزي. Mais اي معناها دراماتيزي mais vous les voyez, vous savez كي تراو ils n'ont aucune chance malheureusement مساكن كان الدوله ما تعاونهمش كان الناس وحدهم ils ne pourront jamais s'en sortir. لا معناها donc ils partent avec un handicap monstre. كي لا بوغوتي والدار بعيده ولا وشغل الواد وخليه بلاي الواد ويخلص واحد طبليه دونك ديكو سمير بالتاكيد الكلام ديكو سامحني نقفل الفكره باش ما نبيعش لو بروبليم دو ديسباريتي كيلك شوز دو فوندامونتال il ne suffit pas كيما كنا قبل نحطوا الفلوس ونجيب الفلوس ونقولوا نقريو لازمنا نشوفوا وين قاعده تمشي واسكو الناس اللي حاجتهم بها اكثر قاعدين تفضل. يعني تاكيدا لكلامك معناها البروبليم هذا سي ان بروبليم كرونيك توا في تونس. انا جو فوا انه السيكتور نتاع ليديكاسيون توا معناها بريوريتي اكستريم في تونس توا حاليا. انا نتصور قبل الصحه قبل الانفراستركتور قبل كل شيء قطاع التربيه معناها خاطر تشوف معناها في شوف التوم تاع الديكروشاج مثلا اللي قاعد معناها يتزايد من عام لعام. تشوف معناها الاوتبوت نتاع المدرسه التونسيه اش قاعدين يخرجوا شو قاعدين يخرجوا مش المدرسه حتى اليونيفرسيتي اش قاعدين يخرجوا معناها انا نتصور تو احنا نحكيو على السياسات العامه واحد نتصور انه البريوريتي معناها التربيه والتعليم بريوري اول حاجه لازم تو نخدموا عليها. ايش قلت لك انا معناها تو ولات اول حاجه اساسا كلام اكستريم حاجه اكستريم mais il faut faire de l'éducation en pensant en même temps à l'efficacité du système et les disparités l'équité خاطر l'équité شنو غتبع فيه كان ما تحلش مشكلتك نتاع البروبليم دو ديسباريتي دو ريبارتيسيون شنو غتبع فيه تو نرجعوا لها شويه اخر الحكايه هذيا اما جوست لقيتها الواحد اكزومبل يقول لك en janvier 2014 ça a été comme une bombe معناها حسيبوها جميع المقسطات 85 personnes 85 انا يدخلوا في الصاله هذه لي جون لي بلو ريش عندهم قد الشر الانساني 85 richest people have the same wealth as the poorest half of humanity معناها عندهم الشر الانسانيه معناها قد 85% اشتغل مع نعم 85 personnes dans des biens قد des biens de 3,5 milliards de personnes. Voilà. Donc ça c'était ça a été une bombe ils ont lâché en début d'année où ça a fait le tour des etc. Donc pour vous dire que la problématique de l'équité c'est que ça va être un souci et vous-même en tant que jeune analyste de talent ils ont qu'on à cette dimension. Malheureusement احنا ديما وتونس نرجع ديما سامحوني sur les exemples مازال عندي وقت سي 10 minutes oui. Dans 10 minutes donc je vais aller plus vite il y a des choses que j'ai pas dites encore donc les objectifs comment assurer l'éducation des citoyens là on a en tête des priorités l'éducation c'est quelque chose de fondamental c'est l'achèvement un peu comme l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. L'achèvement, c'est le minimum. Comment dire, achever, compléter le cycle jusqu'à 16 ans. Au moins, il faut avec un minimum de bagages qui nous permettent soit en dessous de ce niveau, mais il n'a aucune chance, malheureusement. La sécurité, le maintien de droit, donc le bien-être, etc. Mais, alors, le choix de priorité, on va prioriser, il n'y a pas de méthode comme scientifique, mais il y a quelques méthodes. Une question sera inscrite au programme des politiques publiques si elle satisfait au moins un des 3 critères. Le volet, c'est la portée suffisante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un petit problème,
le stationnement, les belles centre-villes de Tunis. Ce n'est pas un problème avec la politique publique, avec ils ont un impact ou une portée suffisante. L'intensité du problème, c'est important. Donc l'ampleur des répercussions de ce problème, c'est un problème. L'abondance scolaire, c'est un problème prioritaire. L'impact, il est énorme. Il est énorme. En termes de productivité, si vous êtes économiste, vous savez ce que c'est, que la qualité du capital humain, c'est un élément déterminant important, un facteur de production de plus en plus important dans la production productive. Donc si vous avez un peuple, une population, ils ont abandonné l'école, sachant que tout ce que vous avez acquis, s'il n'est pas renouvelé, vous pouvez, au bout de 5 ans, même si vous avez 5 ans, l'illettrisme, donc ça, c'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental, a même des impacts en termes sur le comportement de ces individus, sur la violence, sur le politique, sur tout ce que vous voulez. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez grand pour deviner de quoi je parle. Et le temps, c'est-à-dire que c'est un problème, récurrent, il s'est installé avec une ampleur importante et qu'il va falloir le traiter. Là, ça devient une priorité. Si c'est juste un phénomène où les répercussions en termes il peut attendre par rapport à d'autres problèmes. Ben, au niveau des politiques publiques, généralement, là aussi, c'est des éléments d'information que je vous donne, des repères. Il y a deux catégories de politiques publiques. Il y a ce qu'on appelle les politiques verticales et les politiques horizontales. Donc, une politique verticale, elle est élaborée au sein d'une organisation. Une politique de santé, c'est le ministère de la Santé, politique d'éducation, politique des forêts, l'agriculture. Et donc, il est élaboré au sein d'une organisation qui a le pouvoir et les ressources nécessaires pour la mettre en place. C'est élaboré au sein d'une même structure organisationnelle, voilà, donc politique interne, politique cadre. Donc les décisions sont prises au siège social, donc au sein du ministère, et voilà. Ça, c'est la verticalité, ça c'est important. Enfin, ce qu'on appelle les politiques horizontales. Les politiques horizontales, c'est un peu, l'horizontalité, souvent, c'est la multidisciplinarité. C'est un programme, vous trouvez Barcha Ouzarat, beaucoup de parties prenantes. Ça, même Ouzarat, sans parler des autres acteurs qui peuvent être les associations, la société civile, et là, il y a un petit problème. Notre culture administrative et Tunis, c'est une culture très verticale. On n'a pas l'habitude, et vous-même, vous exercez les tâches autour de vous, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Souvent, un ministère est performant quand c'est vertical. Il y a tous, il y a des حتى العبد راهو مش حتى كيف عبد تعطيه دوسي واحد وتلاقي كيدخلوا معاه زوج ناس اخرين معناها باش يتفاهموا فيه تدخل زاد عاوناه يولي الدوسي ياخذ على خاطر كل واحد يولي يحب يقول لك انا نخدم ونثمن عليا والاخر يولي يرزقهم يكسبوا والوزارات هي بدها تولي سوبرفيسيون اي سوفون فماش كوميونيكاسيون الوغ تو الاشكاليه تعقدت قلنا من الاول. معناها تعقدت معناها il faut pas avoir faire appel à une seule compétence ولا un seul savoir-faire. معناتها عندك مشكله لابوندونس سكولير مش معناها وزاره التربيه ويلزمك تجيب ناس دي بسيكولوج تجيب ناس دي زيكونوميست دي سوسيولوج وعلاش الولد الفقير ما ينجحش. اي معناها cette multidisciplinarité voilà tout on est de plus en plus l'إشكاليات في العالم ولا إشكاليات transversales. On a besoin de la multidisciplinarité. Malheureusement on est dans un pays où une culture نتاعنا مازال très verticale. أنا واحد عنده خويا عطيني دوسية ومش عندي في الآخرين، تقول له راه هذه إشكالية مثلا لو مينيستير كيلكونك مينيستير يبدا مش سيكتوريال، le ministère du plan horizontal touche ils ont du mal à coordonner, ils ont du mal. Oui. Moi verticalement aussi. Déjà, au niveau de la conception d'une politique publique, au niveau de la conception, il faut avoir l'appui de plusieurs intervenants. Déjà, pour pouvoir agir sur différents plans d'action.
C'est ce qui manque في تونس راه. C'est ce que je vous dis, les gens sont réticents à aller sur l'horizontale. Ils ne veulent pas la multidisciplinarité. Je pense que ça c'est un problème de l'éducation. Mon mandat c'est l'éducation. تمشي مع جماعة وزارة التربية يمشي السانتي يقولوا ليه راهو السانتي لازم دي سوسيولوج يدخلوا معاكم يلقاو الاشكاليات علاش الناس ما يحبوش يمشيو يداويو مثلا فما حاجات ساعات on fait des méthodologies qui permettent d'analyser. Maintenant, je prends des exemples. Il y a certains comportements. Il y a des femmes qui ne veulent pas, dans certains milieux encore conservateurs voilà, du Sud, الناس النساء ما يحبوش يمشيو يولدوا في الماترنيتي. على خاطر la croyance collective fait que المرأة كي تولد لازم حماتها دايرة بها والعائلة كلها. Donc les gens, même s'ils ont une maternité à 2 km, ils n'y vont pas. Pour eux, ça c'est vécu comme quelque chose de très important. Si Et le ministère de la Santé ne veut pas comprendre ça. Dans certains pays, les maternités, il y a des petits bungalows pour la famille. Toi, les gens, tu es une famille, tout est sur la maternité. Bon, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais les taux de mortalité maternelle ont diminué. Donc, si le gars du ministère, il est encore technique, il pense que ça c'est un problème, la mortalité maternelle, ce n'est qu'un problème d'équipement, un scanner ou un jouet, ou bien c'est un problème d'obstacle au service, donc là il y a un problème. Donc on ne va jamais résoudre l'escalier de Ma'aqd avec, enchevêtré avec des solutions seulement scientifiques ou techniques. Ou le flou, ما تحلش المشاكل. خاطر عندنا احنا طول منو برشا بلدان المنطقة اللي عندهم énormément فلوس وهما في المشاكل أكثر منا لهنا. علاش؟ خاطر الفلوس ما تحلش المشاكل. Tu peux apporter les meilleurs hôpitaux, les meilleurs spécialistes في العالم. Si معناها فما حاجات أخرين معناها ils ne sont pas pris en compte aux indicateurs de santé هذو ديما معناها تابعين. Donc هذه قلت لكم la verticalité c'est important et l'horizontalité. Il y a un autre niveau de découpage qui est ce qu'on appelle le top-down et le bottom-up. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Peut-être dans votre boîte à outils, les gens d'analystes, ils ont comme les approches bottom-up, top-down, top, l'autre, bottom-up, l'autre, l'autre. Vous allez penser que c'est un truc... c'est rien de sorcier, c'est une approche qui est liée à la conception traditionnelle de l'État. L'État, par définition, l'État est très pyramidal. L'État, c'est une pyramide à la tête de l'État, vraiment pas à table. Et qui c'est qui décide dans cet État pyramidal? C'est celui qui est la tête de la pyramide. Donc c'est le gouvernement, c'est le ministère, qui قرر الاشياء مثلا نفكر في المينيستير بالبلان الجماعه يبداو قاعدين باش نعملوا في نقولوا لهم راهو سيدي الوزير ولا اكزومبل وزاره هاك الفقره هذيك يلزمنا نعملها ليسي ما غير ما يمشي لا يشوف لا يشاور الوحدين نديروه يديسيد ليسي يطير في مزونه يصرف في المنطقه هذيك. Donc ça c'est une approche top-down, on décide, on revient un peu à cette conception tutélaire de l'État. L'État pense qu'il a la tutelle, ou il décide pour toi en tant que personne ou pour cette région-là. Et ça, ça n'est plus opérationnel, ça ne marche plus. Les top-down, donc on revient à le complément, disons l'opposé de cette approche top-down, c'est bottom-up. C'est-à-dire il y a le besoin émane de la base. Donc on va aller consulter, des consultations réelles, مش كيما نعملوهم في تونس consultation مشينا استشارة واحد لهم 4 ناس هما ديجا عندهم ديسيزيون عندك عندي واحد aussi faut qu'on معناها il y a 3 niveaux à ce là aussi, il y a la consultation, il y a la concertation et la participation. On fait participer les gens. Les approches participatives, inclusives. ما فماش حد ما عندوش رأي، الناس الكل تدخل معنية بالشأن العام. ما فماش هذاك القاري يدخل وهو يدسير ناخذ حتى ساعات حتى يمشيو. On essaie de faire du bottom up. احنا يجيبوا الناس اللي زعما قاريين في الحكومة هذيك باش يمثلوا اللي مش قاريين. Ou ils décident, ils n'ont même pas demandé l'avis de la personne.
Donc ça ne marche pas. Donc les approches qui marchent, c'est des approches, disons, participatives et inclusives. Qui est peut-être la décision là-bas, elle est validée au niveau national, parce que le niveau national, le bras financier de l'État, l'argent, surtout dans un pays qui n'est pas décentralisé, il n'y a pas de décentralisation fiscale, etc. L'État, en dernière instance, c'est l'État qui décide si ce projet va être validé. Mais au moins, dans la conception de la politique, voilà, du projet, il faut un peu les deux niveaux, il faut des allers-retours. Alors qu'avant, peut-être comme l'approche top-down, ils ne se l'approprient pas. On كان ما تخصنيش يشاوروني قبل ما يبنيو استعراضات ولا ملعبات ولا سبيطار ما خداوش راينا احنا دونك انا ما نمشيش نداوي فيه ولا ما. Et donc s'il n'y a pas appropriation, il y a souvent les chances de succès un peu de ce vont être bien minimes. Donc voilà. Sinon, je voulais, avant de peut-être finir, ça marche si je vais déborder, les institutions, l'État, là aussi c'est quand même quelque chose d'important, qui est, voilà. عام 2012 خرج كتاب اسمه كتبوه دو امريكان واحد منهم دوريجين تركيا جارون اسيموغلو وجيمس روبنسون اسمه Why Nation Fails. Pourquoi les pays échouent. علاش في العالم هذا فما بلدان ناجحه وبلدان غير ناجحه معناها فاشله. وعملوا une analyse, mais vraiment, pour ceux qui ont la chance, peut-être pour ceux qui ont des capacités en anglais de lire, je vous invite à le lire. C'est un livre très très important où vraiment il nous éclaire sur un certain nombre de choses. Sur la base d'une analyse comparative ou historique basée sur les évidences. On est sur les preuves. Vous voyez, cette idée, c'est quelque chose de très important. Donc vous allez le voir, peut-être dans les prochains jours, on va en parler. L'évidence, la preuve, c'est quelque chose de fondamental. Si vous voulez convaincre qui marque bien la priorité, comment je vais définir une priorité? Quatre priorités, comment vous allez le définir? Vous allez batailler pour votre projet. Mais pour convaincre quelqu'un que votre projet est le meilleur, vous avez besoin d'évidence, des chiffres. Pour dire que l'abondance scolaire, un concept policy paper à l'abondance scolaire, voilà, la حتى chiffre. علاش حابني انا ناخذ رايك في الموضوع هذا؟ اقنعني باش تقنعني باللي شيفر بالفرنسي بالانجليزي يسمى ايفيدونس. Preuve, chiffre, des résultats d'entretien, un chiffre, une information chiffrée. Pourcentage de gens qui pensent que la priorité, c'est ça. C'est une évidence. Il faut qu'elle soit bien établie, bien sûr, selon des critères scientifiques ou irréfutables, etc. Donc, les évidences, bon, maintenant qui sont basées sur des évidences, des analyses comparées d'une bonne telle. On regarde que je vous donne des exemples. J'ai ouvert la frontière américaine, ou le Mexique. Donc vous savez que le Mexique, une partie de l'Amérique et de la Californie, elle appartient au Mexique. Avant de l'Amérique, ils ont été annexés. Il y a deux villages qui sont gérés une frontière. l'Amérique et l'autre au Mexique. C'est des villages, des descendants d'un cas. Disons biologiquement ou chromosomiquement parlant, presque les mêmes. Le Ménère, c'est des montagnes. La seule différence, c'est que l'un a un passeport mexicain ou l'autre un passeport américain. J'ai un choufou. Ça, des problèmes de développement, c'est des problèmes culturels. C'est la même culture. C'est des problèmes de climat. J'ai un choufou, le climat est le même. Et pourtant, ils sont des revenus auxquels on a la seule différence qui existe, c'est que nous sommes dans un pays où les institutions sont fortes et les politiques sont bien réfléchies et faites de manière inclusive, participative.
فما دي انسيتاسيون كي تبعث ولدك انت يقرا تعرف غد ولا باش نجم ولا بنتك تقرا تعرف غد ولا فما مارشي ترافاي فما خدمه يجب يلقاها كي انت تداوي تعرف كل معناها هذوما حاجات كذاك في البلاد الاخر تقرا ولا ما تقراش مثلا كيما احنا كنا نقولوا سيتنا مومون مستقبل ما فهمش علاش تحب الواحد يبعث ولده يقرا سي هو il est convaincu que عنده 80% de chance qu'il va pas trouver un emploi donc ولا ما عادش يميز عليه ولا يمشي الفلوس اللي عنده مش خلي لهم ولده يعملوا حاجه اخرى. Et donc ceci explique la différence entre ces deux villages. La seule chose c'est les institutions. Où il explique le فرق بين البلدان c'est ça. يقول لك pour schématiser. فما des pays où اللي متقدمين هذوما qui se caractérisent par un modèle de développement inclusif. C'est les gens, il y a de la richesse qui est générée في البلاد, elle est partagée. الناس الكل يقسموا الكاتو. Ils sont incités à avancer, à participer à l'effort de développement et à attendre en retour que leur situation économique et sociale s'améliore, etc. وعندك البلدان الأخرين اللي سميهم le modèle extractif. يقول لك les institutions ne sont pas fortes, ne sont pas neutres, ne sont pas transparentes. الأولانيين elles sont fortes, c'est les règles du jeu معمولين, القانون واضح وتطبق على الناس الكل, الأمور واضحة وتو est fait, la législation est claire, tout le monde est accessible. والآخرين c'est les modèles extractifs. Modèle extractif, البلدان اللي احنا فيهم malheureusement, c'est des pays où la richesse qui est produite, elle est confisquée par une petite élite, ok, qui confisque la rente. العام فما كل بلاد في كل عام معناها التو كرواسون سي لا ريشيس سوبليمونتير يقول لك 3% تاع شنو؟ Ça mesure quoi la taux de croissance? C'est 3% de richesse supplémentaire par rapport à l'année dernière. عملناو عام 1000 السنة عندنا 1030 هكا ولات. Donc كان mon taux de croissance c'est de 3%. 3% du PIB qui est la richesse que j'ai créée pendant l'année, le flux de richesse que j'ai créé. Donc, s'il y a une richesse qui est confisquée par cette élite, elle n'est pas réinjectée dans le système. Et si le système, il est fait, il est biaisé, il est fait en sorte qu'il favorise une catégorie et pas d'autres. Donc, les gens n'ont plus confiance dans les incitations, dans les institutions. Il n'y a pas de système d'incitation. Et donc, comment ils essaient d'expliquer, en se basant sur des exemples historiques vraiment très pertinents, hier des exemples, donc si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Donc, pourquoi les nations échouent? Oui, est très documenté, allez, certains, j'ai schématisé très peu, donc entre le modèle inclusif et le modèle extractif, et pour expliquer ça. Donc voilà, je ne sais pas si je dois aller plus loin, voilà, une petite pause, tu vous parles selon la capacité. Oui. بوست كافيه نجموا ناخذ شويه من بوست كافيه ميساج يعاود تكون بوست كافيه دو ديزير نعمل بوست كافيه دو 15 minutes 20 minutes donc vas-y. نكمل نواصل. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a des questions? Vous m'inquiétez là, très peu de questions là. C'est pas une question, mais allez-y. Vous ne voyez pas qu'on a un problème pour les évidences, pour avoir des chiffres. On a un grand problème, surtout les statistiques, etc. فما مشكلة كبيرة pour avoir les chiffres. On rencontre ce problème, souvent, on travaille, souvent, on essaye de convaincre nos partenaires de faire des enquêtes, de faire des études, des évaluations. Tu peux le dire, on a le blé de فورة ودخل بعض وناس واحد ونجي تعمل في les enquêtes واحد نقول بالعكس c'est là où l'amor balance, où la mission n'est pas claire, où c'est pas où vous avez besoin d'évidence. Et donc l'évidence, ce n'est pas quelque chose là, un luxe. Si vraiment vous êtes sérieux, vous êtes un décideur, vous êtes sérieux, vous le blé, le secteur les hippies, بصفة جدية يلزمك تعمل le bon diagnostic. Et donc ce diagnostic, tu ne peux le faire qu'en créant l'évidence.
générer de la connaissance. Maintenant, jamais, sinon tu ne peux pas. Et donc c'est pour ça que, là on parle de evidence-based approach, les approches basées sur les évidences. Ce n'est pas un luxe. Al-Khadr te permet de faire d'abord le diagnostic, qui t'a mis dans l'enquête, avec des chiffres. Déjà, je trouve que l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle la baseline, la ligne de départ. لو انت وزاره التربيه حاب تعمل مشروع ولا مثلا وزاره الفلاحه حاب تعمل مشروع دو ريبواسمون كومون elle va mesurer l'impact نتاع المشروع نتاعها كي ما تعرفش الحاله اليوم بالضبط شنو هي اليوم عندك 10% كوفرتور فيجيتال انت تهدف باش تعمل 20% وكان ما عندكش انت الواحد لا بيز لاين كما نقولوا بالانجليزي لا لين دو ديبار Comment vas-tu savoir si tu as le flux de صرفتهم شنو هو l'impact نتاعهم quel est le résultat qu'est-ce qui a changé quel est le changement social qui a été produit donc la baseline c'est quelque chose de fondamental parce qu'elle vous permet d'une pierre deux coups d'abord de faire le bon diagnostic et voir un peu au niveau régional au niveau des gaps et en même temps ça vous permet d'avoir un peu cette baseline. Mais malheureusement, les choix publics et politiques n'étaient pas faits de manière scientifique et rigoureuse. Elles obéissaient à d'autres considérations. Ce n'est ni la évidence-based approche, ni la considération, maintenant, donc tout ça faisait un peu, c'était les paramètres de la politique publique. Alors qu'un vrai point de politique publique, de manière rigoureuse, efficace, bien ciblée, c'est une politique qui ne peut pas. Et là, je vous invite, si je jeter un coup d'œil, aller sur vos papiers, vraiment beaucoup de papiers où il n'y a aucun chiffre. On ne peut pas. Dans le cas de figure des taux à traité, maintenant je mouche, ça me prend, je sais que les chiffres, ça, on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise avec, mais c'est quelque chose de comme vous y mettez. Non pas pour produire des chiffres, on ne vous demande pas de produire, vous n'êtes pas des statisticiens, okay, mais utilisez le chiffre pour justifier ce que vous voulez faire. Utilisez le chiffre pour montrer qu'il y a un problème, soit quel problème d'avoir battu le 70, donc ils ont soit il est trop bas, donc vous avez besoin de chiffres, et ça vous ne pouvez pas, ça me rend surtout dans le domaine que vous traitez un peu policier analyse, donc le domaine des politiques, économiques, sociales, santé, éducation et agriculture. Il y a des chiffres, on va avoir des exemples peut-être. Tous les chiffres, les tableaux, les camemberts, tout ça. On va le voir peut-être demain. Le monsieur, il veut aller à l'essentiel. C'est un policier analyste, la littérature, ما يقرا الليتراتور كان يقرا الجرافيك ولا الواحد شهي يقرا الجرافيك ولا يقرا التابلو il a envie de voir pourquoi ça s'explique donc être un peu direct من غير ما bon تفضلي. L'absence de chiffres, le problème de l'absence de chiffres pour lui-même, c'est un problème. C'est-à-dire que on est là à dire qu'il faut des chiffres pour aider sa thèse, bien sûr, on est entièrement d'accord, mais quand il n'y a pas ces chiffres-là, c'est comment? Par exemple, je prends mon domaine, je suis dentiste. Il n'y a pas de base de données à tout ce qui concerne la santé bucco-dentaire en France. Ça n'existe pas. Et les études qui ont été faites, elles ont été faites surtout via la faculté de médecine dentaire domestique, qui est unique, et c'est la seule qu'il y a. Et elles ont été faites axées surtout sur le milieu scolaire et pas à l'intérieur du pays. Ok, je tiens prendre note de votre remarque, elle est pertinente, mais je peux y répondre. Ce qu'on a la politique publique, c'est la solution à un problème. Pour le cas si tu n'as pas de chiffre, je sais que c'est un problème. Tu n'as aucun chiffre. Tu as le taux de carie عند الأولاد الصغار في المدارس، لا تعرف le nombre de consultations dentaires في العام، كيفاش مالا أنت اخترت الموضوع هذاك بالذات. Si vous n'avez aucun chiffre pour dire que c'est un problème, je suis d'accord, il n'y a pas de chiffres en apparence. Mais vous êtes obligé, pour faire une analyse, on a de politique publique, policier analyse, vous êtes obligé d'avoir des chiffres. Ça reste pour les créer, les chiffres. On peut faire des extrapolations.
On peut aller voir في بلدان un revenu intermédiaire كيف نحن عندهم les mêmes profils مثلا واحد médical ولا حاجة et on ناخذ l'hypothèse ناخذ الشيفر هذاك يقول مثلا البرتغال وزارة je dis مثلا les indicateurs de santé نتاعهم sont plus ou moins les nôtres عندنا revenu moyen équivalent ما عندناش ناخذ les chiffres les statisticiens font ça ساعات les statistiques عندهم 2 points عام 60 وعام 80 هو il a besoin de 3 points pour faire une régression pour le 3e point. Donc vous allez, mais il vous faut, la première critère, condition, c'est montrer que c'est un problème. Donc si tu n'as pas de chiffre, comment tu as su que c'était un problème? Donc le chiffre va vous aider à mettre le doigt sur le problème. On parle de ça pour vous aider à établir un peu l'indicateur que vous cherchez à atteindre à la fin. Oui. Je pense que l'État a commencé à prendre conscience de l'absence de chiffres pour identifier justement les problèmes. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un centre hospitalier universitaire et il y a eu une création d'un logiciel par le ministère de la Santé. C'est le logiciel des dossiers médicaux informatisés. C'était en fait dans le but de collecter le maximum de données sur les patients qui étaient hospitalisés dans les services ou les patients qui faisaient une simple consultation. Le problème avec l'application de ce logiciel, ce n'était pas en fait l'implication des parties prenantes. Il fallait une mobilisation de personnes, de ressources humaines, de gens qui étaient là, qui ne faisaient que ça. C'est-à-dire ils entraient à chaque fois les données des patients et puis il fallait qu'il y ait une certaine transparence dans le passage du malade d'un service à l'autre. Un malade, il peut passer par l'AREA, par un bloc chirurgical, ensuite revenir à l'AREA, ensuite aller dans un service médical. Donc c'est ça en fait. Ils ont commencé à installer le logiciel. Il y a des services qui ont adhéré. Côté pharmacie, laboratoire et tout, il y avait des volets qui étaient dédiés chacune, enfin dans ce logiciel dédié à chacune de ces interfaces. Mais après, c'était très très difficile de continuer parce qu'il fallait des personnes qui ne faisaient que ça. En fait, ça a marché dans un service parce qu'il y avait une secrétaire médicale qui faisait que ça. C'est-à-dire, à chaque entrée, à chaque admission de patient, elle entrait ses données. Et si ce logiciel pouvait être généralisé à tous les services, ce sera extraordinaire parce qu'on va avoir toutes les données sur les patients qui entraient, qui sortaient, sur leur consommation en médicaments, en dispositifs, en hospitalisation. Ça allait être une solution extraordinaire. Par exemple, le centre BIFEM ou l'hôpital militaire de Tunis, cette expérience a bien marché justement parce qu'ils avaient les moyens humains pour mener à bon port ce genre de projet. Et maintenant, je sais qu'il y a une étude pilote sur toute la Tunisie. Ils ont choisi 7 centres pilotes et ils sont en train de créer des bases de données justement pour collecter le maximum de données. Parce qu'on sait très bien que c'est ça le cœur si on n'identifie pas le problème, on ne pourra jamais trouver de solution. Donc je suis sûre qu'ils sont conscients de ça et qu'ils sont en train d'avancer dans ce sens. Il y a une prise de conscience. Bon, déjà, comme un effort quand même qui a été fait ces dernières années au niveau des chiffres. قبل كانت الياناس وقت تعمل les enquêtes ما يخرجوش jamais. De plus en plus, ils sont accessibles sur le web ou d'autres directs, toutes les enquêtes, les résultats d'enquête. Mais vous savez que le droit à l'information, la Constitution, c'est un devoir à l'État de mettre à la disposition des citoyens l'information économique, sociale, tout ce que vous voulez. Les chiffres là, quand je dis chiffres là, c'est très large. Les chiffres, d'abord, il y a ce qu'on appelle les chiffres administratifs, qui sont les وزارة الصحة كما قالت أخت عندها قداش الكونسلتاسيون وشنو الواحد سي لي شيفر. وزارة التربية عندها سي فيشي ادمنستراتيف تعرف كل عام قداش سكولاريزي قداش لا ترونش داج وين يقرا والاقسام واحد. لكن فما d'autres moyens d'avoir des chiffres, c'est مثلا les enquêtes, les recensements, les différentes enquêtes, recensement pour la SNCI, il y a des enquêtes des enquêtes spécifiques. Et il y a les petites études. Si vous êtes dentiste, je suis, bon, je ne vais pas m'aventurer, mais je suis presque, disons, en termes de probabilité, presque certain qu'il y a dans le domaine de la recherche médicale dentiste, une thèse sur le. Vous pouvez prendre ces chiffres, bien sûr, avec disons, les précautions de base. Et dire, voilà, sur la base de Saïd Khdemma, on a un échantillon, il a trouvé avec l'hypothèse, vous la prenez comme hypothèse, mais vous étayez avec votre raisonnement.
Même si le chiffre n'est pas officiel, en attendant que toi, les Tunis, un chiffre accessible, le chiffre, mademoiselle. C'est intéressant, mais malheureusement, il manque encore une étape. Il ne faut pas que ça reste au niveau du ministère de l'éducation, de la santé. Voilà, un chiffre n'est pertinent, percutant que s'il est accessible et publié. Vous pouvez avoir les meilleurs chiffres du monde. Si les gens ne peuvent pas, comme vous, faire des analyses, allez, on va faire parler les chiffres, à quoi ça sert? L'enquête, le recensement, ça coûte 50 milliards de faire un recensement. Si vous avez une machine, un recensement, on va une disquette, tout ça, il est sur un CD. Monsieur, j'ai amené un jamli. C'est on femme des moyens, ça marche. Les femmes, bien sûr, quand je parle, moi je m'en ai un dossier, femme des moyens d'anonymiser les données. Ils sont encore plus jaloux de la confidence et de la protection des données personnelles. Donc il y a des moyens de le faire, de le mettre sur le web, des chiffres anonymes, la mettre par constituer. اي c'est comme un puzzle, comme un puzzle. كل مرة تركب حاجة حتى تولي معناها un système intégré, etc. C'est Samir. Ça, c'est une discussion qu'on peut mener lors de la pause café. Dernière question, très vite. Et vous allez avoir une session spécialement pour les stats et pour l'utilisation des chiffres et les indicateurs. Donc, dernière question, très vite, une réponse aussi très spéciale. Juste l'esprit déjà de policy brief pour influencer, faire le plaidoyer, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas de courant contradictoire? Le politicien qui veut des objectifs, des réussites à court terme, et la personne qui va écrire ce policy brief, qui est dans le evidence-based, qui est dans la recherche avec des chiffres, avec des stratégies bien documentées. Donc, déjà, on n'est pas dans la situation, ce qu'on appelle le win-win situation. Toi, tu vas pousser vers tes idées, tes stratégies, tes objectifs qui sont à moyen et à long terme, surtout dans les domaines santé, éducation, agriculture, et le politicien qui est là pour 2, 3, 5 ans, qui ne va pas, pas tout à fait aimer ça. Donc, il ne va pas, sur le plan professionnel et personnel, le faire réussir ses il est bon, j'ai soulevé le problème entre les horizons politiques et les horizons de développement. Le temps court et le temps long. Politique, madame, il sinon il n'a pas le temps, comme vous dites. Mais il est obligé quand même. Sinon, il est dans l'immobilisme. Partant de ce postulat que votre ordre est l'examen, donc il va tout mettre de côté. Alors, vous êtes dans une logique d'analyse de politique publique et qui me rappelle que le changement social, ça demande du temps. Déjà, je t'ai dit, il faut les cibrer. Voilà, il faut les analyser, je peux le dire à cette chose. Je m'en fous. Vous allez l'éclairer, vous allez lui dire, voilà, la situation est telle, si vous faites ça, est-ce que ça peut changer pour le même? Mais c'est vrai que la contradiction existe. Je suis tout à fait conscient de ce problème. Un peu qui est, disons, un des pièges qui guette un peu la démocratie, entre guillemets, entre les échéances électorales de la classe politique et le temps de développement, les stratégies ou les policiers analysent.